Bonjour à tous et bienvenue sur Montréal Boulevard. Le nom est assez évocateur et vous annonce la couleur. Je suis Aurélia, j'ai 24 ans, je suis architecte et j'habite à Montréal. Dans ce podcast, je souhaite vous partager mon expérience à Montréal depuis 7 mois, mais pas que. Depuis que j'y vis, je ne cesse de découvrir des petites perles qui me font vibrer et que je souhaite vous partager sans plus attendre. Dans cet épisode, je reçois Isabelle Charlebois, fondatrice de l'entreprise de sous-vêtements Les Belles Bobettes, une entreprise zéro déchet, inclusive, éthique, locale et bien d'autres choses. Isabelle nous parle de comment elle récupère des tissus destinés à être jetés ou brûlés pour en faire les sous-vêtements et comment cela stimule chaque jour sa créativité. Elle nous parle aussi de son parcours atypique, mais tourné toujours vers le social et la nécessité de donner un sens à tout ce qu'elle fait. Avec Isabelle, on a parlé de comment elle a monté son entreprise et débuté comme travailleur autonome, de son processus pour créer les sous-vêtements qui sont quasiment tous différents, de sa vision idéale de Montréal à l'avenir et bien d'autres choses. Avant de commencer, je voulais vous inviter à aller suivre le podcast sur Instagram ou sur Facebook @montrealboulevard.podcast, où je suis très active et où je vous partage des lieux, des événements à Montréal et au Québec, mais aussi des entreprises locales dans plein de domaines. Je vous invite aussi à prendre le temps de vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix, de laisser un commentaire si l'épisode vous a plu et de le partager autour de vous parce que j'en suis certaine, il peut en aider plusieurs d'entre vous. Merci encore à vous de votre fidélité, le nombre d'auditeurs grandit de jour en jour et ça me fait chaud au cœur. Bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie d'Isabelle, la fondatrice de l'entreprise Les Belles Bobettes. Tout d'abord Isabelle, je vais te demander comment ça va en cette période particulière. Écoute, je vais vraiment bien. Je suis privilégiée, j'imagine, parce pour bien d'autres gens, ça va pas super bien, mais dans mon cas, mon entreprise, qui est quand même un des trucs sur lesquels je travaille constamment, va super bien depuis la pandémie, parce que les gens se sont retournés vers le commerce local. Il y a un engouement pour le zéro déchet aussi, donc moi, je tombe pile poil dans ces deux trucs-là, donc ça a pris bien son envol depuis 2-3 mois, là. Ok. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton parcours Oui. ce qui t'a mené à créer l'entreprise Les Belles Bobettes aussi? Ouais, en fait, moi, j'ai un parcours surtout en art visuel, puis en design de mode, donc un peu, mon projet est un petit peu comme à la frontière de ces deux trucs-là, je trouve. Quoi dire? En fait, ouais, c'est ça. J'ai fait j'ai fait mon bac en art visuel, j'ai fait des études aussi en design de mode, donc plus du côté masculin par contre. Ok. Et puis voilà, aujourd'hui, j'ai fondé Les Belles Bobettes surtout parce que en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup de moi, je rencontrais toujours des matières textiles, dans le fond, qui m'intéressaient, qui étaient en petite quantité, puis voilà, c'est ça. Je voyais qu'il y avait beaucoup de gaspillage aussi au niveau des vêtements, parce qu'avant, j'utilisais beaucoup de vêtements seconde main. Fait que je sais pas exactement, tu veux que je parte de où pour te raconter Déjà, peut-être pour présenter aux auditeurs, Les Belles Bobettes, c'est une entreprise qui fait des sous-vêtements, Oui. Principalement. Oui. Pour femmes, t'es plutôt... Ça serait bien de la présenter, oui, c'est vrai. En fait, Les Belles Bobettes fait des sous-vêtements avec des matériaux recyclés, récupérés, donc des vêtements seconde main à la base, mais maintenant beaucoup de chutes textiles, de coupes de différentes entreprises qui font du vêtement à Montréal. Et puis c'est ça, la mission c'est vraiment de détourner les déchets de l'enfouissement pour créer des sous-vêtements puis des trucs confortables puis beaux qui vont plaire à plein de gens. Je travaille principalement pour des corps qu'on dit de femmes, mais ultimement ça peut fitter à tout le monde, peu importe votre genre. L'important c'est plus la façon que les corps sont faits, comme ça on fit un vêtement sur un corps puis pas sur un genre. Oui, c'est sûr. Mais bon, c'est une autre discussion. Donc, ouais, c'est ça.
Oui, parce qu'en fait, ce que tu as expliqué, c'est que toi, tu prends des retailles de tissus, tu utilises des vêtements seconde main et des retailles aussi de tissus. Ouais. Et j'imagine que l'une des raisons qui t'a poussé à choisir les sous-vêtements, c'est le fait que c'est des petites pièces. Parce que j'imagine que tu peux pas faire forcément une robe ou une combinaison en retaille. Ouais. Ben, la récupération textile, ça l'impose beaucoup de contraintes. Autant des contraintes créatives que des contraintes de forme, d'extensibilité textile. Tu sais, il y a beaucoup il y a beaucoup de contraintes. Puis au début, je pense que mon idée, c'était vraiment de maximiser ce que je trouvais. Oui. Donc, évidemment, des petites retailles, ça, tu sais, ça l'appelle plus à du patchwork, puis à des petites pièces. Mais j'avais aussi des rouleaux de tissu au début, puis j'aurais pu faire des collections, mais ça m'intéressait pas tant que ça, en fait. Tu sais, je voyais plus de potentiel en faisant des sous-vêtements parce que c'est beaucoup plus petit, donc, tu sais, ça prend beaucoup moins de retailles. Mais bon, comme tu vois ici, il y a quand même il y a des énormément de retailles. Ouais, c'est oui, ça. Oui. Mais justement, je trouve ça intéressant que tu travailles sur les sous-vêtements parce que c'est souvent quelque chose quand on veut changer sa façon de consommer la mode. Moi, par exemple, je suis passée aux secondes mains et à la consommation on va dire éthique, que des marques éthiques, etc. Mais le sous-vêtement, il n'y a pas forcément beaucoup de choix là-dedans, et je trouve que toi tu combines le fait que ce soit éthique, responsable, enfin il y a tout ce côté-là qui est intéressant. Ouais, ben c'est un projet vraiment singulier, puis je te dirais pas que c'est sans embûche non plus là, tu sais, comparativement à par exemple une compagnie de sous-vêtements qui va designer ici à Montréal mais qui va produire ailleurs par exemple, c'est toujours un parcours vraiment plus simple l'industrie du vêtement est toujours comme ça. On dessine quelque chose, on fait affaire avec des sous-traitants, on choisit des textiles qu'eux, ils vont produire en Chine ou ailleurs. Après ça va être coupé dans un endroit, ça va être envoyé au Bangladesh ou whatever, quelle autre place, quel autre pays où il y a des sweatshops, où est-ce que, tu sais, les conditions sont pas super pour les humaines qui travaillent dans ces domaines-là. Donc, moi, comme mon parcours est complètement à l'envers de ça, en fait. Donc, je pars d'une matière qui existe déjà, dans une forme qui existe déjà, qui a été coupée d'une autre collection. Donc, je sais pas si tu sais comment ça fonctionne dans l'industrie comme vestimentaire, là, mais bon. Vaguement, mais peut-être tu peux nous expliquer un petit peu. En fait, c'est que quand on coupe, par exemple, un t-shirt, on va faire un genre de matelas de textile qu'on appelle. Donc, ça va être plusieurs épaisseurs textiles, puis après ça, on va prendre un couteau avec une lame super haute, puis on va faire le tour du patron. Donc, tous les morceaux qui fitent pas, disons, entre guillemets, dans le patron, vont être jetés, tout simplement. Donc, c'est des centaines d'épaisseurs de tissu, des fois. Ça dépend du nombre de vêtements qu'on produit. Donc, il y a plein de pertes à ce niveau-là. Puis moi, c'est ce que je récupère en partie, là. J'utilise aussi des vêtements comme seconde main, là, mais je vais travailler plus à partir des chutes de coupe. Puis les chutes de coupe, ils ont déjà une forme. Donc, au début, je vais voir quelles sont la grandeur des formes, qu'est-ce que je peux faire avec ça, je peux-tu faire une culotte taille haute, je peux-tu juste faire un tanga, admettons, tu sais, fait qu'il y a beaucoup d'analyse au départ, puis après ça, je crée les modèles. Donc, fait que c'est complètement inversé, là. Moi, c'est la matière au départ qui m'inspire, puis après ça, je crée des items, des collections. Mais je trouve que ça doit vraiment stimuler ta créativité aussi, et tous les jours, parce qu'en fait, il me semble qu'il n'y a pas un modèle, enfin, il n'y a pas deux culottes qui sont pareilles, ou alors peut-être des fois deux ou trois, mais tu peux pas faire une collection de culottes du même motif. Oui, effectivement, ben oui, c'est toujours en train de se réinventer un peu. Puis oui, il y a des styles qui se ressemblent parce que des fois, j'ai 1 mètre, disons, de ce tissu-là, puis bon, je vais le placer un peu partout avec certains autres tissus que je trouve qui sont beaux, tu sais. Mais c'est ça, avec le temps, j'ai trouvé moyen de récupérer aussi des dentelles qui sont des fois en plus grande quantité que certains textiles. Donc, ça me permet d'avoir une partie de collection qui est comme un peu des repeats, si on peut dire, là. Puis, ça, c'est quand même vraiment cool, là. Ça fait en sorte que je travaille comme sur une certaine production qui est toute pareille. Donc, ça prend moins de temps, tu sais. Donc, fait que j'ai comme diversifié un peu les tactiques avec le temps, mais
Mais oui, la plupart des culottes sont toutes différentes encore aujourd'hui, là, à cause des matériaux. Et justement, les retailles de tissus, comment tu fais pour les obtenir? Est-ce que tu as démarché des entreprises, des personnes? Comment ça s'est passé? C'est beaucoup de recherches, beaucoup de contacts. Des fois, je contacte des coupeurs que je sais qu'ils vont jeter. C'est pas encore assez stable comme je voudrais. Donc, c'est beaucoup moi qui fais l'outreach. C'est moi qui recherche. C'est moi qui contacte certains designers quand je vois qu'ils ont des tissus dans leur collection, qui s'en viennent. Des fois, je leur fais un petit coucou pour leur dire « OK, quand t'as des retailles, fais-moi signe, je vais passer les chercher. » Ici, dans le building, on a beaucoup... parce qu'on est dans mon atelier en ce moment. Donc, il y a beaucoup de designers aussi. Donc, je vais régulièrement dans leurs locaux pour juste aller voir qui sont rendus où dans la coupe, qu'est-ce que je peux récupérer. Je fouille souvent leurs sacs qui s'en vont dans les poubelles pour analyser rapidement qu'est-ce qu'il y a, puis faire le tri ensuite. Ouais. Donc, comme ça. Puis j'ai aussi ma coloc d'atelier qui est Pascal Villot, qui est une designer aussi montréalaise, qui fait de la coupe, de la confection avec des tissus récupérés. Donc, elle aussi, elle me fournit des retailles de temps en temps. Donc, j'ai plein d'approvisionnements comme ça. J'ai aussi des gens qui me rejoignent des fois qui sont designers. OK. Puis qui savent pas quoi faire avec leurs retailles puis qui veulent pas les jeter. OK. Donc, ouais, en fait, c'est bien que tu sois dans ce milieu-là à la base pour savoir comment ça se passe, parce que des fois, on sait pas à quelle étape on doit contacter les gens. Des fois, c'est ça doit beaucoup de réseautage, c'est beaucoup de recherche. Puis, tu sais, moi, je retrie tous les textiles ensuite, hein, donc c'est pas tout, tu sais, des fois, je sais pas, moi, par exemple, des textiles de pantalon, je vais pas utiliser ça, donc, tu sais. Oui, c'est sûr. Il faut, oui, parce que c'est comme c'est des sous-vêtements, il faut aussi que ce soit adapté. Oui, il faut que ça soit un minimum confortable, faut que ça soit des tissus extensibles, tu sais, il y a beaucoup de contraintes, encore une fois, là, mais... Et comment t'as créé tes modèles? Est-ce que t'avais un patron? Parce que justement, toi, c'est pas, comme tu disais, des fois, il y a plusieurs tissus dessus, donc je vois des fois dans tes stories Instagram, quand tu montres la culotte avant qu'elle soit cousue, on voit qu'il y a plusieurs morceaux. Ben, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup conçu les modèles à partir des pièces que j'avais, comme je disais tantôt. Donc, me suis toujours gardé un modèle dans lequel il y a vraiment des petites pièces. Donc, c'est comme l'espèce de Joker, un peu, là. Tu sais, s'il me reste des toutes petites pièces de quelque chose, bon, ben, je peux aller vraiment m'assurer que tout ce que je peux utiliser tout au maximum avant de jeter, finalement, comme le restant de tissu, si jamais il y en a un. Fait que j'ai toujours conçu mes modèles en fonction de ça. J'ai essayé de... Tu sais, il y a des modèles que quand j'ai plus d'approvisionnement pour un tissu, par exemple, puis que les pièces sont plus grandes, ben, je vais pouvoir me permettre de faire autre chose avec, de créer des tailles hautes ou de... Fait que c'est ça. Je me garde toujours un petit modèle là, qui a des plus petites pièces comme ça. J'essaie de faufiler chaque retaille, chaque déchet pour pas que ça se perde. Là, tu sais. Et comment le premier patron, tu l'as créé? Enfin, comment tu... Ben, comme j'ai étudié en design de mode, pour moi, faire des patrons, c'est quelque chose que je faisais beaucoup à l'école. Puis c'est tout. Je suis partie d'une culotte que j'aimais bien la coupe. Puis j'ai brodé autour de ça, après ça, pour faire un genre de patchwork. Puis de fil en aiguille, j'ai changé ou j'ai ajouté des coupes dans certains modèles qui couvrent un peu plus, un peu moins. Jusqu'à ajouter, tu sais, un tanga, puis qui utilise vraiment des tout petites retailles, tu sais. Fait que c'est ça. Je joue avec les coupes que je trouve qui sont quand même un peu à la mode, je dirais, tu sais, ou qui sont plus en vogue, là, tu sais, puis ce que moi j'aime porter aussi, oui, c'est ça. ultimement, là, Et puis, en plus, t'as plein de tailles, il me semble. Ouais, ben, c'est sûr que là, disons... C'est pas tout à fait inclusif comme je voudrais au niveau des bas. Ça part de XS, X-small à XX large. Donc, c'est pas un très grand, mettons... c'est pas un très grand éventail de taille, je dirais, là. C'est mieux que ça... Enfin, il y a quand même... XXL, c'est pas forcément facile. Déjà, XL, je trouve qu'on le trouve moins, mais... C'est peut-être difficile à trouver, effectivement. Mais, tu sais, moi, je trouve pas que c'est représentatif. C'est ça que je veux dire. Par contre, tu sais, comme on disait, il y a des contraintes à la confection avec de la récup.
Puis les tailles, ça en est une. Bon, évidemment, je suis seule dans mon entreprise, fait que c'est plus difficile de... Tu sais, j'ai pas le temps de patronner puis de grader chaque chose que je fais dans 10 tailles différentes. Tu sais, c'est coûteux puis ça prend beaucoup de temps. Fait qu'éventuellement, j'aimerais ça le faire, mais peut-être sous forme de crowdfunding. Tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait comme un input de la communauté pour que je puisse développer plus de tailles. Tu sais, au niveau des brassières, c'est pas mal... tu sais, j'ai un modèle dans lequel je fais 50 tailles, donc tu sais, ça, c'est quand même super inclusif, là, d'une certaine manière. Mais c'est ça, pour ce qui est des bas, c'est encore en idéation, là. J'aimerais ça que ça vienne éventuellement. Puis l'autre contrainte, en fait, tu sais, au niveau des tailles, c'est que, comme je le disais, tu sais, les matériaux, des fois, il faudrait que je crée complètement des nouveaux modèles pour aller dans le 1X, le 2X, parce que les matières que j'ai sont pas... les matériaux sont... Tu sais, les morceaux de chute de coupe sont pas assez grands. Oui. Fait que je peux juste pas faire fitter les modèles à l'intérieur de ça. Fait que c'est une super grande contrainte que, tu sais, à moins d'avoir des rouleaux de tissu puis des trucs comme ça, je suis obligée de réinventer le modèle pour créer un nouveau patchwork pour réussir à tu sais, avoir les matériaux pour créer plus grand, là, tu sais. Ouais, je comprends, Je sais pas si c'est clair. Ouais, je comprends. Je comprends, il faut que tu retravailles à chaque fois. le modèle, carrément. Et combien ça te met de temps, mettons, pour faire une culotte et une brassière C'est vraiment une bonne question, ça. Tout le monde me demande toujours ça. Mais en fait, c'est différent pour chaque truc. Pour chaque culotte. Le même modèle de culotte pour une personne qui me demande une couleur vraiment précise, puis l'autre personne qui me demande un truc noir, ça va jamais me prendre le même nombre de temps. Donc, ce que je charge au final, c'est vraiment une moyenne de ce que ça me prend comme temps. Mais pour une culotte, moi, j'ai calculé à peu près minimum 1 heure. D'un bout à l'autre, là. On parle de la coupe, après ça, de l'agencement des textiles, après ça, la pose des élastiques, l'assemblage, les finitions, couper les fils, après ça, mettre les étiquettes, faire la mise en marché, tu sais, c'est tout ça. Ça prend sans compter le temps que tu passes pour aller chercher les tissus, les trier, tout ça. Exactement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, quand tu regardes sur toute le timeline, c'est 1 heure, c'est pas tant que ça, là. C'est ça. Ouais, c'est sûr que c'est aussi ça la slow fashion, c'est se rendre compte du temps que ça prend et ça prend pas forcément 5-10 minutes, on a l'impression comme ça. Mais effectivement. Quand on fait les choses soi-même puis on fait chaque étape. C'est ça. Et qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais plus jeune, plus petite, tu te voyais comment? Oh mon Dieu. Je pense pas que j'avais tant d'ambition que ça. Tu sais, dans le sens que j'avais pas prévu de faire quelque chose spécifiquement, là. C'est vraiment une réponse plate, là, mais... des fois, on n'a pas forcément idée. Ben, je pense que j'avais pas d'idée. C'est juste que, tu sais, j'ai beaucoup fait d'études en art, fait que j'ai tout le temps aimé la création. Tu sais, c'est mon... Je suis comme un petit poisson dans l'eau, là. Tu sais, s'il y a une contrainte artistique, je vais être là, je vais vouloir, tu sais, relever le défi, pis tout ça. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans l'industrie comme vestimentaire, mais c'était plus la réparation que moi je faisais de plein air, des trucs comme ça. Fait que c'était vraiment des choses techniques, là. C'est peut-être cet aspect technique aussi là que tu retrouves dans les sous-vêtements, j'imagine. C'est complètement différent, mais oui, c'est super technique. Oui, c'est ça, c'est technique. Et justement, avant de créer l'entreprise Les Belles Bobettes, c'était quoi ton parcours, on va dire, professionnel, qui t'a mené en fait à créer ta propre entreprise? Ben, comme je le disais, j'ai travaillé, tu sais, j'ai beaucoup fait des jobs qui ont pas rapport avec l'industrie du vêtement. C'est intéressant. Donc, je sais pas si ça va être vraiment intéressant d'en parler. C'est toujours intéressant de voir que les gens peuvent faire plein de choses. Ben, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années pour un organisme qui s'appelle le Carrefour Alimentaire Centre-Sud. Dans lequel on avait des projets un peu tentaculaires dans beaucoup de choses, mais surtout dans l'agriculture urbaine. Puis aussi des trucs un peu plus sociaux là, qui touchent plus les déserts alimentaires à Montréal. Puis fait que je travaillais sur des marchés à vélo où est-ce qu'on allait dans des déserts alimentaires pour faire un petit marché fruits et légumes de saison pour pallier à l'offre qui était inexistante dans ces coins-là.
Ensuite, j'ai travaillé aussi pour une compagnie qui s'appelle De Fil en montagne, qui est une compagnie de prototypage puis de réparation de plein air. Donc là, j'étais vraiment dans la couture, à fond la caisse, là. OK. Mais, super technique. Je réparais des parachutes. Ben, pas des parachutes, mais comme des costumes pour des gens qui font comme du parachute ou des ceintures pour des gens qui font de la scène. Fait que toutes sortes de choses comme ça. J'ai travaillé aussi à mon compte ensuite pour faire des accessoires de scène. Donc, j'étais contractuelle avec des gens qui travaillaient sur les gros festivals, par exemple, à Montréal, puis qui avaient besoin d'accessoires de scène pour faire toutes sortes de trucs de théâtre. Fait que c'est ça. J'étais plus en confection, puis ouais. Mais ça, c'était à mon compte. OK. Et qu'est-ce qui t'a... Parce que je sais que c'est pas forcément facile de créer son entreprise, d'être à son compte, et ça implique plein de... de pas savoir combien on va gagner, de pas savoir si ça va marcher, etc. Et toi, ça a été quoi ton déclic, et comment t'as surmonté un petit peu cette épreuve de te dire, bon je me lance, je sais pas forcément ce que ça va donner, mais tant pis, je le fais parce que parce que c'est ça qui est important pour moi. Ben, moi j'ai quand même... tu sais, mon père, il a sa propre compagnie aussi. Fait que, tu sais, j'ai un petit entourage qui m'a quand même un peu encouragée, là, à la base. Donc ça a été bien. Mais c'est sûr que ce projet-là, il a l'air invraisemblable un peu à la base quand on en parle. Donc, tu sais, a quand même fallu que je fasse des preuves que je voulais vraiment faire ça. Moi, j'ai appliqué pour le SAGE, qui est devenu l'École d'entrepreneuriat du Québec, ici à Montréal. Donc, j'ai été subventionnée. J'ai eu la formule STA, qui est le soutien aux travailleurs autonomes. Donc, pendant 1 an. Puis, tu sais, mon projet a comme été sélectionné. Tu sais, je faisais une présentation, tout ça. Fait que ça m'a donné comme un bon push par en avant quand même. Fait que ça m'a donné la chance de rédiger mon plan d'affaires, puis d'être subventionnée le temps que je fasse tout ça. Donc, pour moi, c'était vraiment comme d'une grande aide, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais je sais pas si j'ai eu un vrai déclic. À un moment donné, moi, comme je me laisse un peu porter par les choses qui arrivent dans ma vie, puis ça, c'est arrivé. Puis j'ai commencé à faire des culottes chez nous, puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui en voulaient. Puis de fil en aiguille, je me suis dit comme, OK, c'est un bon projet, tu sais. Donc, je l'ai monté, je l'ai présenté au SAGE, puis comme tout ça a comme fait boule de neige un peu, tu sais. Fait que c'est comme une semi-décision, je dirais. Ouais, c'est d'une part toi, mais en même temps, je dis toujours, on provoque les choses aussi, ça vient pas tout seul, donc quand t'es ouvert dans un coin de ta tête à quelque chose comme ça, ça se présente à toi. Et... Ouais, vraiment. J'ai approché ça d'une manière bien artistique. Avec un flou artistique. Tu sais, on essaye quelque chose, puis si ça marche pas, ben... Tu sais, on se retourne de bord puis on essaie d'autres choses. Hein. Tu sais, c'est pas plus grave que ça. Là. Et toi, tu te voyais depuis longtemps à ton compte. Est-ce qu'il y a une... parce qu'il y a des personnes qui se disent, moi, je veux pas avoir un patron, je sais que je veux pas être employée. Est-ce que toi, c'était ton cas? Comment tu te voyais professionnellement Moi, ça m'a jamais vraiment dérangé d'avoir un boss. Tu sais, même au contraire, maintenant, je me dis, des fois, j'aimerais ça. Faire aucune décision quand je rentre travailler, puis d'avoir juste quelqu'un qui me dit prends cette pile de choses à coudre et fais ça, genre, tu sais. Mais c'est ça, comme il y a des jours que je m'ennuie d'être salariée parce que ça a plein d'avantages. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est quoi la question déjà? Oui, si toi, ça a toujours été pour toi évident d'être à ton compte et de pas avoir de patron, ou bien... mais là... Mais non, c'est arrivé, tu sais, quand on est couturière aussi, je te dirais qu'on est souvent on est souvent en mode travailleur autonome parce qu'on est à contrat. Donc ça s'impose un peu par soi-même quand on fait ce métier-là. Ensuite j'ai eu quand même des tu sais, moi vu que j'ai travaillé dans des OBNL puis aussi pour une compagnie qui faisait des trucs textiles, j'ai toujours eu des boss qui étaient comme vraiment le fun, avec qui c'était possible de discuter puis de, reconsidérer certaines choses. Alors, j'ai jamais eu cet impératif-là de me libérer de ça. Mais oui, en ce moment, je choisirais pas d'autre chose, tu sais, dans le sens que je fais mes propres horaires, je fais ce que je veux, mais ça vient toujours avec un
une contrepartie que ça fait qu'on fait beaucoup plus d'heures que si on était salarié, tu sais. Faut arriver à la maison puis mettre la switch à off. C'est vraiment difficile quand il y a des clientes qui nous textent, qui nous écrivent « Allô, je vais acheter telle chose », tu sais. C'est tout ça, là, qu'on réalise pas quand on est salarié puis qu'on rêve donc d'être travailleur autonome, ben, c'est beaucoup de responsabilités financières aussi. Ouais, j'imagine. Fait que c'est pas le dreamland, là. C'est pas... Autant qu'en ce moment, je pense que c'est super valorisé dans la société, là, d'être à son compte, tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de désengagement des entreprises par rapport à ça, tu sais. Ouais, c'est sûr. Pas les petites entreprises, là. Je parle plus des grosses entreprises, là, tu sais. Ouais, c'est sûr. Et je vois que dans ton parcours, il y a vraiment l'aspect social toujours qui ressort, l'aspect social, l'aspect environnemental, etc. Ouais, aussi, puis même sur les belles bobettes, tu parles de vraiment l'inclusivité, l'environnemental, écologique, éthique. Et d'où ça devient cet intérêt, en fait, cette sensibilité pour toutes ces questions-là? C'est une bonne question. D'où ça vient? Je sais pas, moi, d'aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été impliquée dans les luttes féministes, tu sais, dans la reconnaissance des droits des humains, des humaines. Puis, tu sais, j'ai travaillé aussi pour Greenpeace pendant un certain temps. Puis ça a venu un peu cristalliser, tu sais, mon intérêt pour l'environnement. Mais bon, à travers de plein d'autres choses aussi, tu sais. À la base, je trouve que, tu sais, il y a un problème dans la société qui est plus comme au niveau du capitalisme, tu sais. Puis de la production, de tout ce qu'on produit avec des ressources qui sont super limitées au final, tu sais. Fait que ça, c'est ce qui vient me chercher plus dans les dernières années, c'est que je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse produire autant de choses sans égard à toutes les problématiques environnementales puis à tout ce que ça crée comme déchets, tu sais. Je trouve ça complètement fou. Puis c'est ça, mon projet, c'est un peu ça. C'est un pied de nez, tu sais, au fait qu'on jette des choses, puis qu'on considère que c'est plus bon, alors que c'est juste un tas de tissu qui peut être réutilisé, tu sais. Fait que, j'ai toujours eu cette pensée-là pour, comme, la protection de l'environnement, puis je trouve ça aberrant, tout ce que les grosses compagnies font, sans payer une scène pour réparer l'environnement. Je comprends rien. Je comprends pas ça. Et surtout que maintenant on est au courant encore quand il y a eu dans les années 60, quand ça a commencé vraiment à exploser la consommation et tout ça, c'est sûr qu'on n'avait pas forcément la connaissance environnementale, les conséquences, etc. Et là maintenant on est face à ça et puis il y a des études scientifiques, je veux dire, tu sais, on n'est pas sans savoir. Non, c'est ça. Et comment t'as fait connaître ton entreprise, ton activité? Ben au début c'était beaucoup de bouche à oreille, je dirais, mais j'ai fait énormément de petits marchés, tu sais, à petite échelle. Il y a des marchés qui sont un peu plus grands, des marchés artisans qui sont plus grands à Montréal, où j'ai toujours été refusée au début. Donc je m'en tenais à des petites gigs, tu sais, je faisais des petits marchés montés par des artisanes qui étaient des amis. Puis c'est ça, de fil en aiguille, ça a grandi comme ça. Donc j'ai été super connue plus comme parce que j'étais là physiquement, puis je donnais de l'aide pour choisir des tailles, puis tout ça. Donc voilà, c'était plus comme ça que j'ai été connue au début. J'étais pas trop réseaux sociaux. Ça a pris du temps avant que j'en arrive là. Parce que là, moi, je te suis sur Instagram, t'es quand même assez active. Qu'est-ce qui t'a mené à être active comme ça? Qu'est-ce qui t'a... Ben, c'est tout le changement au niveau du marketing, tu sais, puis de mes connaissances aussi. On fera pas semblant. Tu sais, d'avoir les bons outils, des fois, ça amène, tu sais, d'avoir ne serait-ce qu'un téléphone avec une bonne caméra. Tu sais, il y a vraiment des outils concrets que des fois, quand on les a pas... parce que moi, j'ai mis du temps avant d'avoir un téléphone portable. J'étais pas pantoute dans cette mouvance-là. Tu sais, j'avais une ligne fixe jusqu'à v'là 4 ans. Donc, ben pour mener une entreprise à bien, en ce moment, on n'a comme pas le choix de passer un peu par les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu à contre-cœur que je faisais au début. Là, mais maintenant, j'éprouve quand même un plaisir à le faire parce que j'ai beaucoup de feedback, puis j'ai beaucoup de contacts avec les clients, clientes.
Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi, là. Oui, puis je pense que les réseaux sociaux, si on se met du bon côté, on va dire, si on suit les bonnes personnes, si on s'entoure des bonnes personnes sur les réseaux, bah ça peut être hyper positif. Donc du coup, il y a autant un côté négatif où, par exemple, on peut suivre des personnes qui vont nous influencer négativement, on va dire, dans le sens qui vont nous faire culpabiliser ou qui promeuvent des idées pas forcément positives, mais... Ouais, des images du corps ouais, aussi, c'est ça. qui sont quand même pas inclusives. Standardisées. Ouais, exactement. Mais moi, je le voyais plus comme quelque chose que t'es obligé de faire quand t'as une compagnie. Faut que tu fasses du marketing, tu sais. C'est plaisant, les réseaux sociaux, on met des photos, nanana, mais finalement, c'est une job en soi de faire le marketing, de penser à ce que tu vas donner comme contenu, de réfléchir ta publicité en fonction que c'est comme du contenu et pas de la vente. Tu sais, il y a comme tout... C'est une vraie job faire ça, tu sais. Puis moi, j'ai pas été formée là-dedans, donc c'est un apprentissage, tu sais. Donc, tout ça, je trouve ça comme quand même plus difficile. Au début, c'est pour ça que j'étais un peu, rébarbative avec tout ça, mais ça va, là. Au moment où est-ce que c'est en train de changer, là, je commence enfin à me sentir à l'aise avec le médium. Et justement, c'est quoi ton rapport avec ta communauté Comment est-ce que tu la connais? Comment ça se passe? Parce que t'as créé quand même une communauté sur les réseaux sociaux. Ben oui, mais tout ça, c'est vraiment fortuitement, là, je te dirais, là. Tu sais, je le fais comme intuitivement, je l'ai pas pensé de cette manière-là. Donc, j'ai beaucoup d'interactions avec des gens parce que je coule les choses qu'ils vont porter éventuellement, tu sais. Puis, les gens aiment bien deviner, bon, c'est-tu mon kit que t'es en train de faire? Tu sais, il y a ce petit jeu-là aussi qui est plaisant. Des fois, les gens, ils savent qu'ils ont passé une commande, puis là, ils attendent que la photo sorte, tu sais. Puis... fait que ça, c'est vraiment plaisant. Mais sinon, tu sais, j'ai pas tant de contenu qui est comme créé un peu par la communauté. Je sais qu'il y a comme un gros trend là-dessus. Genre, c'est rare que je reçois des photos, tu sais, de ce que portent mes clients, puis tout ça. Fait que... ouais, peut-être éventuellement, ça serait une avenue que je vais essayer de un peu plus mettre en place, mais oui, sinon, il y a des beaux échanges, puis sur Facebook aussi, mais c'est comme deux clientèles quand même assez différentes. Oui, Facebook, je pense que c'est un petit peu plus une tranche d'âge un peu plus âgée, j'imagine, que Instagram qui est vraiment plus jeune. Ouais, vraiment. C'est ça. Ouais. Et j'ai vu aussi que... moi, en fait, je t'ai découverte chez Bref. Ok, ouais. Oui, où j'ai vu, c'est là où j'ai acheté la première culotte. Oui! Ah oui, je me souviens, t'avais fait des stories. Ouais, c'est ça. Et j'avais trouvé ça vraiment super cool comme concept de réutiliser des morceaux de tissu, et du coup, c'est pour ça que j'avais eu envie d'en parler. Et puis je sais que t'es aussi distribuée par Les Trapeuses. Sur leur site. Enfin, je pense que c'est épuisé. Ouais, c'est ça s'est bien vendu rapidement, ouais. Mais comment t'as fait pour justement être distribuée dans ces lieux-là? Donc bref, c'est pour donner le contexte, je crois que c'est dans le quartier du Myland à Montréal, et ils font, je pense, boutique éphémère. Ouais, c'est ça, c'est une boutique éphémère. Ils tournent un petit peu leur collection. C'est surtout du local, enfin. Oui, il me semble. Ben, je suis pas certaine à quel point ils ont comme cette étiquette-là qu'ils revendiquent, là. Mais je pense qu'ils travaillent vraiment plus sur des thématiques. Oui, c'est ça. Puis après ça, ils commencent par le local. Ouais, c'est ça. Et du coup, comment toi t'as fait pour entrer chez eux? Moi, je suis souvent approchée par des gens qui s'intéressent à mes produits et qui ne comprennent pas toute la complexité de mettre ça en boutique. Mais bon, c'est parfait, ça donne accès comme à des trucs qui sont plutôt surprenants. Chez Bref, tu sais, comme elle travaille à partir d'une thématique, elles ont fait une thématique autour des femmes, tout simplement, puis de la beauté. Donc, puis pour elle, c'était une façon de donner accès à des sous-vêtements qui sont jolis, puis qui te font sentir bien, tu sais, pour que tu te sentes belle, beau, finalement, tu sais. Fait que pour Bref, ils m'ont vraiment approché. Puis après ça, Les Trapeuses, même chose. Moi, je fais pas beaucoup de démarches pour aller en boutique parce que des fois, je trouve que c'est un produit qui est difficile qui peut être un peu complexe à vendre parce qu'il y a beaucoup d'essayages, il y a beaucoup de prises de mesure. Ça demande un service super personnalisé, mais c'est ça. Chez Les Trapeuses, on a rentré que les culottes. Justement, parce que c'est un peu plus simple que les hauts. Ah oui, ouais.
Puis ça a vraiment bien été. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu as d'autres partenariats qui sont prévus ou comment tu vois ben peut-être un petit restock chez les trappeuses, mais je veux pas me commettre, c'est en discussion. J'ai encore des produits chez Roxy Lama, qui est une boutique dans Hochelaga, sur la rue Ontario. Beaucoup de taille haute, tu sais. Après ça, on vend aussi sur la rue Masson, la boutique Femme Mécanique Design. Ah oui, ça je vois aussi. Ouais, c'est dans Rosemont. Ouais. Ouais. C'est une belle petite boutique. Julie, qui est la propriétaire, est plus au niveau bijoux, tout ça. Mais elle a fait rentrer aussi des collections qui sont plus écologiques, véganes. Ouais. OK. Ça, c'est des partenariats pour l'instant. Et sinon, tu vends essentiellement sur ton site, j'imagine, Internet? Par les marchés, quand il y en a. Cette année, bon, c'est un peu spécial. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui se sont retournés vers la plateforme web, le site Internet. Généralement, la boutique atelier aussi, ici, où est-ce qu'on est présentement, c'est ouvert au public. Ce qui n'a pas été ouvert depuis 3 mois. Ouais. Et puis, c'est pas mal ça, en ligne, puis via les marchés. Ouais. Et comment ça fonctionne pour toi? C'est-à-dire, je sais que sur Internet, sur ton site, tu vends des kits, je pense que c'est 5 culottes, c'est ça? Ouais. Des paquets de culottes, même modèle. Et du coup, ce que tu fais, c'est que c'est comme de la surcommande, et ensuite tu les fabriques? Ou bien t'en as déjà en stock parfois? Oui. Ben, en fait, j'ai comme 2 lignes. J'ai une ligne qui est comme de prêt à partir, qui est en ligne sur Internet. Mais s'il n'y a pas votre taille, par exemple, ou il y a une couleur en particulier que vous voulez, vous pouvez toujours passer par le sur-mesure. Puis là, à ce moment-là, c'est les couleurs, la taille, si la personne veut des tissus naturels, admettons, des trucs comme ça. Fait que je vais vraiment prendre un temps supplémentaire pour analyser la commande, voir qu'est-ce que la personne veut, puis travailler spécifiquement pour cette personne-là à ce moment-là. Donc, il y a différents ensembles. Il y a des ensembles, par exemple, d'un top avec 2 culottes. Tu sais, vu qu'on change, tu sais, plus souvent le bas que le haut, tu sais, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir plusieurs kits à l'intérieur d'un même kit. Donc, je pensais une couple de petits trucs comme ça, là. Pratico-pratique. Et en termes de on va dire, gestion du temps, comment tu vois, toi, l'avenir? Parce que j'imagine que t'as quand même beaucoup de plus en plus de commandes qui doivent arriver. Est-ce que tu dois embaucher quelqu'un ou... Ouais, j'ai eu beaucoup de propositions de gens qui auraient aimé ça travailler ici dans la dernière année. C'est encore un one-woman band, là, un peu, là. Donc, c'est moi qui est comme omnipotente un peu, là. Je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça. Je coule les enveloppes, je fais la confection, tu sais. Donc, tu sais, en ce moment, je suis rendue au point où est-ce que ça a tellement grandi dans les derniers mois que c'est sûr que j'ai besoin d'aide, tu sais. Puis, je rencontre justement quelqu'un qui va peut-être commencer à travailler ici à temps très, très partiel, mais quand même, je la rencontre lundi, donc tu sais, j'aimerais ça que ça puisse croître, mais c'est encore un modèle où est-ce que il y a juste assez de profit, tu sais, pour un salaire. Donc, tu sais, c'est encore... parce que ça demande beaucoup d'investissement faire la production vestimentaire. T'sais. Oui, j'imagine, Oui, parce que... Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton atelier? Parce que là, on est dans ton atelier... je pense que c'est dans un ancien bâtiment industriel qu'on est, et donc c'est des ateliers, j'imagine, de plus ou moins grande taille qui sont tous séparés. Il y a plein d'entreprises différentes. Et toi, du coup, dans ton atelier que tu partages, on utilisait avec la designer Pascal Viau, là on voit, bon, les auditeurs ils voient pas, mais il y a plein de tissus, il y a plein de bobines, de fils. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu des machines que tu utilises? Ouais, ben en fait, par quoi je peux commencer? Peut-être du moment où est-ce que je reçois les commandes, par exemple, tu sais. Il y a quand même un flow de travail, là, qui est de, tu sais, d'imprimer les commandes, de passer à travers chaque truc, de noter ce que la personne a rajouté dans les messages aux vendeurs, tout ça. Ensuite, de choisir des textiles, de faire la coupe. La façon que je fonctionne, tu sais, au niveau de la coupe, c'est que j'ai tout trié par couleur puis par type de tissu aussi. Donc, il y a certains tissus qui vont être bons pour faire des brassières, par exemple, que je vais pas utiliser pour faire les culottes. Donc, il y a plein de choses à savoir. Mais en ce moment, tu sais, vous pouvez vous l'imaginer à la maison. C'est beaucoup des bacs transparents sur lesquels c'est indiqué la couleur. Ça ressemble presque à des tiroirs, finalement, là, dans lesquels je peux ouvrir si quelqu'un me demande, par exemple,
un truc jaune, bon, ben, à ce moment-là, j'ai mon bac de jaune avec toutes les retailles que j'accumule depuis 1 an, peut-être. Ouais. Puis voilà, après ça, je fais la coupe, puis je passe à la confection. Tu sais, au niveau de la confection, j'ai 4 machines. La majorité sont industrielles. OK. Question que ça aille un peu plus vite quand je fais de la production. Et puis, c'est ça. L'assemblage, la finition, on se fait tout en atelier ici. Puis ensuite, on enlève les fils, le surplus, puis on fait l'emballage, puis tout ça, là. Fait que c'est ça. Somme toute un petit atelier, mais bien garni. Oui, c'est ça. Il y a plein de couleurs. C'est surtout ça que j'aime, le fait qu'il y ait plein de couleurs, plein de matières différentes. On voit quelques ensembles qui sont exposés. Oui. Puis on a un petit espace showroom aussi, qui est ouvert en moyenne 4 fois par année. OK. Donc, il y a une petite salle d'essayage juste derrière toi, puis... D'accord. Ouais, là où il y a le petit rideau. Puis ensuite de ça, les clientes peuvent venir voir, magasiner, généralement, quand on est ouvert avec les autres designs. Pour l'instant, on disait que tu avais une gamme plutôt femme, même si tu disais que ça pouvait fitter à tous les corps. Ouais, moi je dis corps dit de femme, mettons. Voilà, corps de femme. Et est-ce que tu comptes te tourner vers des sous-vêtements plus pour hommes, type des boxers, des caleçons? Est-ce que c'est dans ton ambition, ou alors est-ce que c'est compliqué à mettre en place? Parce que je sais que déjà t'es bien occupée avec ton activité. Ouais. J'ai déjà fait des modèles, j'avais des boxers genderless avant, qui étaient comme un peu boxers sans la poche en avant, disons-le. Qui fitaient comme plus à tout type de corps. Puis j'ai développé des boxers aussi, tu sais, qui sont plus logeables en avant, donc un peu plus d'espace pour un type de corps différent. Puis ça demande beaucoup de textile. Ça demande beaucoup d'investissement au niveau des élastiques aussi. Ah oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de considération. Puis en général, quand j'en ai fait, tu sais, pour être honnête, là, j'ai eu quand même des commentaires de certains hommes, tu sais, je vais mettre en guillemets parce que je sais pas s'ils se représentent comme tels, mais j'imaginais que oui, à ce moment-là, comme quoi c'était cher. Ouais. Tu sais, j'ai rarement eu des bons commentaires. OK. Malgré tout, tu sais, j'en ai quand même vendu quand j'en ai fait, là. Mais j'ai toujours eu plus de facilité, puis de légèreté, puis de compréhension. Je trouve que généralement, les femmes ou les personnes trans ou genre non-binaires qui sont comme vraiment plus ouvertes, puis éduquées sur le slow fashion, sur le fait que il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Puis tu sais, un boxer que je vendais, par exemple, à 40$, alors que tu peux prendre un Calvin Klein sur Internet qui va être le même prix. Comme, évidemment, je fais pas beaucoup de profit avec un truc à 40$ si tu payes un truc qui vient du Bangladesh le même prix, tu sais. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui méritent de s'éduquer, qui devraient s'éduquer sur la question. Tu sais, en général, les hommes gagnent plus d'argent que les femmes là, dans la société. C'est une différence encore de 18%, je pense, au niveau des salaires. Donc, tu sais, moi, j'aimerais ça, là, qu'il y ait quelque chose, là, qui vienne de là, qui, tu sais... Ouais, c'est sûr. Qui soit ouvert non seulement à payer le juste prix, mais peut-être même un peu plus, parce qu'ils en ont les moyens, souvent, tu sais. Donc, fait que, ça m'a rebuté un peu à faire des trucs pour hommes. C'est pas impossible, là, mais ça demande beaucoup de ressources aussi, qui sont pas tout à fait en place, là. Ouais, c'est sûr que si on va dire les hommes, entre guillemets, comme tu dis, parce que voilà, tous n'ont pas se représenter comme ça, mais si les hommes sont moins éduqués, c'est sûr qu'ils vont... Parce que je pense que pour s'intéresser aux produits éco-responsables, faut quand même être éduqué, parce que souvent, sinon, la première chose qu'on va se dire, c'est « Oh, bah, le prix est plus cher que si je l'achète chez H&M. » à première vue, à première vue, c'est ça qu'on va voir. Sauf que quand tu dis que tu mets 1 heure pour faire une culotte, nous, quand on voit les charges, etc., bah, finalement, tu vas sûrement gagner moins que quelqu'un qui travaille dans un bureau et qui n'aimerait pas que son salaire soit divisé par 2 non plus. Donc, voilà, donc... Il y a aussi il y a aussi un manque d'offres, je pense, pour les femmes ou les personnes qui ont des seins, tu sais. Je pense que c'est... Tu sais, il y a autant de possibilités de brassières puis de sous-vêtements qu'il y a de corps, tu sais. Il devrait y en avoir, en fait. Puis c'est vraiment pas du tout à ça que ça ressemble quand tu vas dans l'industrie, tu sais. Puis les grosses compagnies qui ont les sous, pour faire une gamme étendue de taille, ne le font pas, tu sais. Donc, c'est ça. Moi, j'ai sorti un modèle de bralette qui est vraiment, tu sais, qui essaye de couvrir un large spectre de taille, là, mais
mais ça existe pas beaucoup, tu sais, dans la mode, donc, ouais. Bah, même au niveau juste des vêtements, j'ai reçu c'était en janvier, je pense, j'ai reçu Viviane Lachapelle, je sais pas si tu connais, elle a créé la marque Lachapelle Atelier. Elle a fait des vêtements pour grande taille, pour très grande taille, c'est une marque inclusive, et on a parlé de ça justement, du fait que elle, si elle a créé sa marque, c'est en partie parce que elle a pas trouvé, il y avait pas d'offres, et encore moins d'offres avec des vêtements responsables, écologiques, etc. Fait au Québec, et il y a vraiment un manque on en parle beaucoup en ce moment, de l'inclusivité, mais que ce soit au niveau des corps, de l'ethnie, des couleurs de peau, du maquillage, tout ça. Et il y a vraiment un manque de représentativité dans la mode. Alors que, en fait, les personnes standardisées, elles représentent un faible pourcentage de la population mondiale. Donc, on s'adresse... Puis tu sais, c'est les trucs aussi pour hommes, tu sais, pour en revenir à la question, c'est que, tu sais, il y a déjà tellement d'offres, puis il y a tellement moins de... Comment qu'on pourrait dire ça? Il y a comme moins de variations, ou de variantes, on dirait, juste parce qu'ils n'ont pas cette donnée-là de devoir porter une brassière, puis tout ça, tu sais. Donc, en tout cas, pour la plupart d'entre eux, là. Fait que, tu sais, il y a déjà tellement d'offres pour les boxeurs, puis tout ça, que, tu sais, moi, je considère pas ça essentiel d'en rajouter encore, tu sais. Fait que, ouais. Ouais. Et puis même en termes d'éducation, c'est sûr que je pense que on parle beaucoup de l'écoféminisme, mais qui lie le féminisme et l'écologie, mais c'est tout on pourrait en parler des heures de ça, mais moi je viens de terminer le livre, je sais pas si tu connais Sorcière de Mona Chollet. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est, en fait, elle parle vraiment de les femmes qui ont été persécutées depuis toujours, et pourquoi elles ont été, on va dire, infériorisées, etc. Et pourquoi le lien entre femmes et nature est important. C'est vraiment en fait, ça revient au capitalisme, ce dont tu parlais, la domination, la société patriarcale qui domine, et qui domine aussi la nature. Du coup, le fait que les femmes se réapproprient l'aspect écologique, environnemental, c'est aussi pour pallier cette domination du patriarcat, des hommes, etc. Et enfin, évidemment, quand on dit des hommes, c'est pas tous les hommes, et c'est du patriarcat en général. Avec toutes les nuances que voilà, avec toutes les nuances, on n'insulte pas, c'est pas du tout contre les hommes, c'est vraiment la société qui est faite comme ça. Et du coup, le fait que les femmes se réapproprient l'aspect environnemental, responsable, c'est justement pour pallier à cette domination qui a été faite depuis des années. Et c'est pour ça qu'elles travaillent beaucoup, elles sont plus dans les métiers où il y a du social, où la protection de l'humain, etc. Justement pour pallier à cette domination-là. C'est intéressant. C'est intéressant, je trouve, ce lien. Ça peut expliquer beaucoup de choses aussi. Mais on dit aussi au niveau de l'écoféminisme que les femmes sont généralement plus touchées par les désastres environnementaux, mais par les dérèglements de l'environnement aussi. C'est ça. Tu sais, au niveau physique, mais au niveau économique aussi. Donc, c'est pas anodin. On l'a vu pendant la crise du coronavirus, c'est les femmes qui faisaient le plus les métiers à risque, les métiers essentiels, que ce soit infirmières, aides-soignantes, que ce soit les femmes qui font les femmes de ménage, tous les métiers. Oui, tout le monde qui est en première ligne. C'est ça, exactement. Pour aider, autant dans la santé que la santé mentale. Et puis quand on parle de la mode, on parle aussi des travailleuses, par exemple, principalement, qui sont au Bangladesh, qui sont en Inde, et qui sont évidemment sous-payées, enfin, qui travaillent dans des conditions sociales déplorables. Et c'est une majorité de femmes aussi, encore une fois. Donc tout ça, c'est lié. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de parler de ça. Et justement, est-ce que toi, tu aurais des ressources pour des personnes qui souhaiteraient, qui sont pas sensibles à cette problématique, enfin, qui sont pas encore sensibilisées? Est-ce que tu aurais des ressources à conseiller pour comprendre un petit peu les impacts? Il y a un mouvement qui est quand même très connu, là, qui s'appelle le Fashion Revolution, qui est généralement là, dans les premières semaines d'avril, puis que ça se passe principalement sur les réseaux sociaux. Puis dans le fond, la base de ce mouvement-là, c'est une réaction à l'effondrement du Rana Plaza, qui a eu lieu je me souviens pas l'année exacte, mais ça fait pas si longtemps que ça, qui est dans le fond un gros complexe là, qui s'est effondré, là, qui contenait un paquet d'entreprises de sweatshops, en fait, au Bangladesh. Au Bangladesh, Donc, le Fashion Rev a été comme fondé exprès pour répondre à ça. Puis ça consiste simplement à prendre en photo les étiquettes de tes vêtements, puis à taguer les compagnies
qui les font pour leur demander qui fait ces vêtements, who made my clothes, comme qui les a fait. Montrez-nous des visages, expliquez-nous qu'est-ce que vous faites pour produire ce vêtement-là à 5$. Tu sais. Comment c'est possible, en fait. C'est ça. Juste ça, c'est déjà une première prise de conscience. Je pense que comme de faire le geste. Tu sais, moi, personnellement, je le fais pas parce que j'achète pas ces vêtements-là. Mais des fois, de se poser la question puis d'obtenir soit pas de réponse, qui est en soi une réponse, là. Ça veut tout dire. Ouais, c'est ça. Puis, ou de recevoir une vraie réponse quand c'est pour quelqu'un qui produit localement. C'est bien de voir qui produit des vêtements, à qui ça profite quand je paye 150$ pour une paire de pantalons. Hein? Qui l'a produit, tu sais? C'est tangible tout d'un coup, tu sais. Donc ça, c'est déjà une première étape pour les gens qui sont ben néophytes, là, mettons. C'est ça. Puis après ça, c'est s'éduquer simplement sur, tu sais, de suivre des podcasts, justement, qui parlent de comment on peut faire des meilleurs choix ou faire d'autres choix, tu sais, juste de comment on peut décider de consommer, oui, local, mais seconde main aussi, tu sais, c'est pas toujours obligé d'être neuf. Puis il y a plein de monde, il y a plein d'initiatives aussi pour, tu sais, revendre ses trucs sur Internet, les échanger. Il y a plein de trucs à petite échelle qu'on peut faire aussi, comme se faire un échange de vêtements au printemps, tu sais, avec des amis qui ont les mêmes tailles que nous, tu sais. Fait que ça, c'est... Les vide-dressing. Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y a toujours des alternatives, mais quand on gravite pas là-dedans, bon, c'est un peu... Puis qu'on est habitué de... Ben, on voit des soldes, fait qu'on achète, ben, tu sais... Ça demande une éducation. C'est sûr. Faut ça demande s'informer. Une prise de conscience. Ouais. Mais c'est pour ça que le fashion rap, je trouve que c'est quand même bien pour les gens qui ont aucune idée. Ça les met dans l'engrenage. Puis sur l'Instagram, il y a beaucoup d'informations. Il y a beaucoup de faits qui sont relatés. Donc, puis c'est des petites bouchées d'informations tout le temps. Fait que... Puis c'est une des industries les plus polluantes. Hein, ouais, je crois que c'est la deuxième. Mondiale, à cause des pesticides, à cause d'un paquet d'affaires, tu sais, fait que... Pollution des cours d'eau. Ben oui! Fait qu'il faut pas se cacher la tête dans le sable, là. Tu sais, le petit vêtement qui a coûté pas cher, ça vaut pas cher, là, parce que il y a un prix environnemental à ça, tu sais, fait que... Et puis il y a aussi un prix, en ce moment on parle beaucoup du mouvement Black Lives Matter, de la domination des blancs sur les personnes racisées, et le fait d'acheter dans des, je l'ai déjà dit il y a 2 épisodes je pense, mais le fait d'acheter dans des industries de fast fashion, c'est de la domination en fait. C'est le fait de se dire j'achète un vêtement qui me coûte pas cher, que j'aime bien, qui a été fait par des gens au Bangladesh qui sont en fait comme des esclaves en fait. C'est pas de l'esclavagisme officiellement, mais c'est ça en fait. C'est nouveau genre. C'est ça. Ben oui, c'est des mauvaises conditions, c'est comme tu le dis, c'est ça. C'est nous, on est un peu les blancs, tu sais. Oui, puis on se permet d'acheter pas cher puis de requérir aussi, je sais pas si c'est bien conjugué là, mais de demander que ça soit peu cher pour qu'on sauve donc bien de l'argent, tu sais, mais au fond c'est, tu sais, on a les moyens, tu sais, il suffit de bien choisir, tu sais, puis... Oui, puis comme tu dis, pas forcément... Là. On a l'ambulance qui passe. Là, évidemment, je le dis at large, mais évidemment, il y a des contextes sociaux, il y a des gens qui ont pas nécessairement les moyens, là, je le mettais at large, mais comme pour la société québécoise, mettons, mais il y a beaucoup de... Oui, on sait qu'il y a des personnes qui peuvent pas se permettre d'avoir ce genre de problème, et ça, c'est tout à fait... Il y a toutes sortes de situations sociales et économiques, là, j'en conviens, là, c'était un commentaire bien général. Oui, c'est ça, mais c'est pour les personnes qui peuvent se permettre de changer leurs habitudes, et puis c'est pas forcément, comme tu disais, acheter neuf, c'est aussi aller dans des friperies, faire des échanges, voilà, qui coûtent pas forcément plus cher, mais qui c'est sûr nécessitent peut-être un temps de recherche un peu plus supérieur. Une petite débrouillardise. Voilà. Mais ça permet aussi de pas avoir tous les mêmes vêtements, enfin il y a tout un tas de... Mais je vois exactement ce que tu dis là à propos de la domination, c'est super intéressant. Même ça, j'en ai pris conscience il n'y a pas si longtemps que ça, justement dans le mouvement Black Lives Matter, on parlait aussi de cet aspect-là, de se dire en fait c'est vraiment de la domination, et mais sur plein d'aspects, c'est aussi sur nos téléphones portables, c'est aussi... Mais la mode, je pense que c'est une industrie quand même qui offre une alternative. Autant, je pense que dans l'informatique par exemple,
acheter un ordinateur de seconde main, etc. Parfois, c'est pas forcément évident, ou du reconditionné, mais il n'y a pas forcément d'offres alternatives qui dit, bon, on va fabriquer local, responsable. C'est quand même compliqué. Il y en a, mais c'est effectivement mais c'est rare. Mais c'est plus rare. Ça touche pas tout le monde non plus. Oui. Dans le sens que les vêtements, tout le monde en porte. Oui, c'est ça. Les vêtements, c'est... Ouais. Ben, tout le monde, en tout cas, dans notre coin de pays, disons. Oui, c'est ça. Dans la société, on va dire, capitalisée, occidentale. On va tous dans les magasins acheter des vêtements. Ouais. Donc, ouais. Mais c'est un bon point de départ parce que, justement, ça touche tout le monde. C'est ça. Et là, j'ai des questions plus par rapport à Montréal. Vas-y. Pourquoi tu aimes Montréal? Qu'est-ce que tu aimes à Montréal? Comment tu vis cette ville? Comment tu la... Moi, ça fait quand même longtemps que je suis arrivée ici, mais moi, à l'origine, je viens de Gatineau. Okay. Donc, c'est quand même une grande ville, mais c'est rien à voir avec Montréal. Moi, j'ai adoré la première fois que je suis venue à Montréal puis que je suis rentrée dans le métro. J'étais comme... ça m'a fait un tel effet, tu sais, peut-être que j'étais un peu, facile à impressionner, je sais pas trop, là, on me dira, mais en même temps, je sais pas, il y a une beauté dans... Malgré la laideur de certaines petites parties de la ville. Mais, ouais, je sais pas. J'ai toujours aimé ça, habiter à Montréal. Un petit peu moins ces temps-ci, je trouve, parce que c'est plus chaud, c'est plus pollué. Mais ouais, je trouve qu'il y a toujours des alternatives, il y a toujours des trucs à faire qui sont underground, que tu sais, il y a toujours quelque chose à voir ou à faire, comme que moi j'ai toujours aimé ça, parce que c'est une ville surprenante. Oui, c'est vrai, assez surprenante. Mais, tu sais, mon projet en tant que tel aurait difficilement pu avoir lieu ailleurs, parce qu'il y a comme... C'est tellement plus facile de se réseauter ici. Parce que la plupart des designers sont ici, ils ont leur atelier ici. Bon, on n'est pas tous sur la rue Partenay, mais tu sais, quand même, c'est en voiture ou, tu sais, en transport en commun, ça se fait. Il y a beaucoup de fournisseurs ici aussi, donc c'est comme un peu une plaque tournante pour certains trucs, là, que si j'étais comme en Gaspésie, peut-être que je me sentirais comme... Plus, oui, et puis même pour faire parvenir les pièces aussi, j'imagine. Tu dois avoir beaucoup de clients à Montréal qui sont sensibilisés à ces problématiques. Je dis pas il doit y en avoir dans le reste du Québec, mais souvent c'est des problématiques plus urbaines parce qu'on a plus le choix en fait souvent en ville, je pense qu'on a plus de choix que ce soit d'épicerie zéro déchet, de consommation différentes. Et du coup ça entraîne. Il y a plus d'accès peut-être parce qu'on est plus proche. Et comment tu vois Montréal dans 5 à 10 ans? C'est une bonne question. En plus, avec la pandémie, j'ai aucune idée. Comme je trouve ça très bien qu'il y ait tout d'un coup des pistes cyclables sur chaque rue. Mais j'espère vraiment que ça va durer, en fait. J'ai de la misère à me projeter puis à dire « Ah, ça va être comme ça dans 5 ans, tu sais. Surtout aussi parce que moi, je suis comme très locale. Comme, tu sais, je reste beaucoup dans mon quartier, puis comme j'aime la vie de quartier, je dépasse rarement l'espèce de rayon là, de 1 kilomètre, là, tu sais, parce que j'ai des bons voisins, parce que j'ai mon panier bio qui est à côté, tu sais. Donc, je sais pas ce que ça sera dans 5 ans, c'est... Ouais, j'espère vraiment qu'il y ait plus de place pour le transport actif, parce que il faut qu'il y ait un switch, là, ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Tu sais, mais on l'a bien vu, là, pendant la pandémie, que ça... Même si c'est pas tout à fait fini, là, que, tu sais, waouh, il y a des jours où est-ce que moi, je venais travailler, que c'était le calme. Waouh, tu sais, je pouvais me promener à vélo sans risquer de me faire écraser par une voiture ou par... C'est un vrai rêve. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures à Montréal. Je pense qu'il y a une culture nord-américaine, évidemment, de l'automobile, mais surtout un manque de grosses automobiles aussi, hein. Tu sais, je veux dire, moi, je suis déjà allée en Europe, là, puis ça n'a rien à voir, là. Non, on n'a pas des aussi grosses voitures. Enfin, il y en a, mais c'est moins utile, disons, aussi, parce qu'on n'a pas les conditions d'hiver, on n'a pas... je sais que quand tu vas un petit peu en région, en Québec, parfois t'as des routes qui sont un peu plus enneigées, plus mauvaises et tout ça, donc t'as besoin d'une plus grosse voiture. Mais bon, il y a quand même un côté un petit peu show-off, de la consommation, de tout, d'avoir du matériel, etc., qui est plus présente. Ah, c'est l'Amérique du Nord. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le trademark, là. Gros char, grosse piscine, gros grosse maison. Puis tu sais, moi, j'étais allée en Finlande en
en 2009, je pense. Puis j'étais comme abasourdie de voir à quel point... Puis tu sais, quand même, c'est un pays nordique, là. Je veux dire, ça aurait des chances de ressembler, tu sais, au Canada et au Québec, mais non, il y a des choses tellement intelligentes, la façon qu'ils sont bâtis. Tu sais, par exemple, t'as une piste cyclable qui est super large, qui est aussi un avenue pour les piétons. Comment ça se fait que les gens ils réussissent à cohabiter comme ça? Tu sais, je veux dire, c'est... En tout cas, tout est pensé de façon intelligente. Moi, je me trouvais nounoune quand j'étais là-bas. J'étais comme, voyons donc, on n'est pas capable d'être plus innovateur que ça. Au Québec, des fois, je trouve qu'on est en retard. Ben, c'est sûr qu'il y a des conditions qui font que c'est pas le même contexte, donc forcément, on doit s'adapter. Mais bon, je pense que ça prend le bon chemin quand même, j'espère. On se croise les doigts. Ça prendra déjà, ça prendra forme déjà quand il y aura plus de transports en commun. Je pense que ça, c'est un petit peu le problème aussi, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont des voitures parce que... mais bon, je pense que ça... C'est une autre domination, ça, l'espèce de contexte. On a absolument besoin d'un char pour aller XY place, une voiture. Tu sais, ça prend beaucoup de place, ça prend de l'essence, ça prend... Tu sais, puis c'est plus dangereux que se promener à vélo ou que, tu sais, comme des fois, j'ai l'impression que les gens qui se promènent en voiture réalisent pas à quel point ils peuvent être une menace pour certaines personnes vulnérables sur la route, tu sais. Puis que ça devrait toujours être pris en considération, tu sais. En tout cas, c'est un autre débat. On espère que ça va changer. Ben oui, pour Montréal, ça serait tellement bien. Ouais. Mais c'est vrai que là, moi, depuis on va dire le début du déconfinement et depuis en plus le beau temps, je me déplace que en vélo. Vraiment, j'ai pas encore repris les transports en commun depuis mars. Et je trouve ça super agréable. Et c'est vrai qu'ils ont aménagé plusieurs pistes cyclables. Ils ont mis des plots sur le côté pour pouvoir créer des voies. C'est super agréable. Oui, c'est ça. On veut pas que ça revienne comme avant. C'est juste que bon, on le sait que c'est une question de temps, là. Mais bon. Okay. Et est-ce que tu aurais une personne que tu aimerais entendre sur le podcast Que j'aimerais quoi? Que tu aimerais entendre sur le podcast, une personne que tu aimerais que j'interviewe Mais c'est intéressant de parler des questions comme de domination puis tout ça. Toi, je pense que tu as une mission un peu plus touristique, peut-être un peu, là? J'ai plusieurs missions, je pense, parce que à la base, mon podcast, c'était vraiment pour parler des initiatives locales, tu vois, d'autres manières de consommer. Puis finalement, ça a tourné vers plein de choses différentes. Informer aussi les personnes qui arrivent, s'installer sur des personnes qui créent le Montréal d'aujourd'hui et de demain. Donc, ça peut être... plein de personnes. Faut que je pense à ça un peu. Ben, il y a déjà ma coloc d'atelier, Pascal Viau, qui est super intéressante, qui, tu sais, elle travaille avec des matériaux recyclés, récupérés aussi, donc, tu sais, c'est un peu facile parce qu'on est juste à côté, là, mais en même temps, c'est vraiment quelqu'un que je trouve qui est super inspirante, puis qui se laisse jamais rebuter par des tu sais, comme, elle conçoit la mode puis les choses qui sont portables d'une façon complètement nouvelle, genre, parce qu'elle elle se laisse pas rebuter par un vieux tissu ou par quelque chose, elle se dit toujours, c'est encore de la bonne matière, il y a quelque chose à faire avec ça. Si ça serait pas au niveau de la mode, mon Dieu, j'essaie de penser. Je pense que j'ai trop la face collée dedans. Non, mais c'est pas grave, c'est une question. Ok, bon, ben je vais y penser, puis je te réécrirai. Ok. Et est-ce que t'as une œuvre... peu importe sur quel sujet, à conseiller à nos auditeurs, qui t'a touché dernièrement, ça peut être n'importe quoi. J'ai un artiste que j'aime vraiment beaucoup, qui est américain, qui est noir aussi, je pense qu'on peut dire ça comme ça, en ce moment, qui fit bien avec le Black Lives Matter, qui s'appelle Nick Cave. C'est pas le chanteur. Mais c'est un artiste textile, dans le fond. Puis c'est super intéressant qu'est-ce qu'il fait depuis le début de sa carrière. Il s'est toujours intéressé justement à l'identité. Puis à comment masquer son identité par les habits. Puis ce qu'il fait, c'est vraiment des objets sculpturaux en textile. Puis c'est magnifique. Il faut aller voir. Je pense qu'il y a un Instagram, mais aussi il est assez bien documenté sur Internet. Là, donc allez voir ça, ça vaut la peine. Puis il faisait aussi au départ de sa carrière surtout des parades.
puis des espèces ouais, ça, des parades, là, où est-ce qu'il était complètement avec plein de gens, des danseurs puis des non-danseurs, genre, qui étaient habillés dans différents costumes, puis ça masquait complètement leur identité. OK. Donc, il y avait une réflexion très sociale en arrière de ça. Mais voilà, c'est un artiste qui est encore actif aujourd'hui, qui travaille beaucoup avec de la récup textile aussi. Donc, OK. Ouais, des objets trouvés. Je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Oui! Super! Bah écoute, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Isabelle. Ça me fait plaisir. Et à bientôt. Merci à Isabelle de nous avoir partagé son expérience et son parcours. Vous pouvez retrouver Les Belles Bobettes sur Instagram et sur leur site internet, dont je mets les liens dans la description de l'épisode. Quant au podcast, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Montréal Boulevard, sur Facebook, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et un 5 étoiles sur Apple Podcast. À bientôt sur Montréal Boulevard.